Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast. On continue notre marathon, un épisode par jour du Dunk Hebdo NBA Podcast pour vous présenter les playoffs NBA 2024, toujours avec le même format. Pourquoi votre équipe ne gagnera pas le titre, dans lequel on met en avant 3 faiblesses qui seront selon nous rédhibitoires pour voir votre équipe accéder au titre. On en est à la mi-chemin. Même un peu plus d'ailleurs, on a publié le 10e épisode hier à propos du Magic et on reste à l'Est aujourd'hui. J'ai avec moi un amateur des Knicks, mais qui avait une attache particulière avec eux quand ils étaient dans les bas-fonds. Est-ce que tu as toujours ce sentiment, Madiane, maintenant que les Knicks sont une équipe respectable à l'Est? Il y a quand même un peu d'affection, je dois l'admettre, il y a un peu d'affection. Je me souviens des grands moments de Franck Alamène. C'était magique, mais ce temps est révolu. C'est devenu une équipe tout à fait décente. Est-ce que ce sera suffisant pour chercher le titre? Ça, c'est une autre question. Effectivement, vous aurez reconnu Madiane, qui est un peu notre expert gros marché, à l'exception des Cavs. Tu as fait un petit peu, tu as été gentil, parce que pour l'instant, rappelons que tu as été préposé aux Knicks et aux Lakers. Donc ça Mais va, niveau bling bling. c'est parce que je suis un homme d'argent, visiblement, Ben. C'est pour ça que j'ai eu Exactement. ces assignations. Alors que si on compare, Constant serait l'homme du peuple parce qu'il a quand même eu New Orleans, Orlando et OKC. Donc c'est vraiment l'homme du peuple. Bref, en tout cas, on vous rappelle donc ce format, pourquoi votre équipe ne gagnera pas le titre. C'est une trame que je vais dérouler tout au long de l'épisode, mais avant ça, on vous rappelle. Alors, on ne le fait jamais, mais on vous rappelle d'aller écouter les autres épisodes. En fait, si vous ne les avez pas encore écoutés, allez-y. On a parlé pour l'instant de 10 équipes à l'Est, à l'Ouest. On rappelle que ce n'est pas un power ranking des équipes. L'ordre dans lequel on sort les épisodes, c'est tout simplement selon les disponibilités des uns et des autres, même si je vous avouerai que on va essayer de mettre les favoris à la fin. Ça, je suis complètement transparent. On va commencer, et pour commencer, comme d'habitude, nous allons entamer avec un résumé de la saison 2023-2024 de l'équipe en question. Madiane, laisse-moi deviner, les mots-clés, Jalen Brunson, blessure, trade, est-ce que c'est ça? C'est exactement ça, bien joué, mais 3 phases. 3 phases dans la saison de nos amis les Knicks. Alors, ils perdent du monde, ils perdent notamment début décembre Mitchell Robinson. Donc, c'est déjà une première grosse blessure pour eux. Et ils arrivent à la fin de l'année à un bilan de 17 victoires et 15 défaites, qui est un bilan un peu moyen plus, c'est-à-dire ce qu'on attendait globalement de cette équipe. Puis, il nous offre un mois de janvier complètement historique pour la franchise, c'est-à-dire qu'ils réussissent au 1er février à être en 32-17, c'est-à-dire qu'ils passent un 15 victoires de défaites, ce qui est une série incroyable dans leur saison, le meilleur moment qu'ils ont eu. Mais on arrive très vite, trade deadline, All-Star break, et ils font plusieurs moves. Donc le trade, on en a parlé dans le podcast pour OG Anunoby, qui ne jouera pas beaucoup finalement avec cette équipe, étant donné qu'il a des problèmes avec son coude et que là on est en train d'envisager son retour sur cette fin de saison. En échange, ils se sont débarrassés à la fois du coup de RJ Barrett et de Quickley. Et ils ont fait un peu de renfort en libérant notre ami Evan Fournier, enfin libéré du banc des Knicks, enfin même pas du banc, des tribunes des Knicks. Et du coup là, ils ont cherché un peu plus de puissance sur le banc, notamment avec Bogdanovic et Alec Burks. Pour notamment compenser, je pense dans leur idée, le scoring qu'apportait Quickley. Et donc ils nous font cette nouvelle formule, mais pas d'Anunoby et pas de Julius Randle non plus, également blessé, qui actuellement est sur les discussions de quand est-ce qu'il pourrait revenir, mais visiblement Anunoby pourrait revenir avant lui. Et en fait, depuis cette période glorieuse de janvier, les Knicks, c'est 12 victoires et 13 défaites. Donc, beaucoup moins bien. On sent que ça patine beaucoup plus.
Et là, on voit avec les derniers matchs que voilà, ils sont pas sur une si bonne série, que le seeding va se jouer dans les derniers instants de la saison régulière. Je te parlais de cette stat avant de commencer, Madiane, mais c'est assez hilarant de voir que le 5 qui a le plus joué des Knicks en NBA, déjà il est 33e en termes de possession, et il inclut R.J. Barrett et Quentin Grimes, des joueurs qui sont plus dans l'effectif actuellement. Donc on voit bien qu'il y a le fait que c'est un effectif qui a, malgré une bonne position dans la conférence, il y a eu beaucoup de remous. Et c'est une équipe qui a vécu plusieurs saisons dans un renouvellement d'effectifs qui a un peu poussé certains joueurs vers les devants. On parlera peut-être de de McBride ensemble, mais on est peut-être dans un moment où on a, et je te pose cette question, je l'ai déjà posée dans un autre épisode, est-ce qu'on sait qui sont ces Knicks nouvelle version encore? Franchement, j'ai du mal en fait à savoir qui ils sont et c'est ce qui me pose le plus de problèmes parce que ils, ils ont trop d'identités différentes et quand on regarde le global en fait des stats, on voit qu'ils sont à peu près haut du milieu de panier à la fois en attaque et en défense, mais en fait c'est pas exactement ça. C'est-à-dire que la défense, elle s'est plutôt améliorée post-All-Star Break sur la dernière période, alors que l'attaque était meilleure avant. Donc en fait, ils sont ni l'un ni l'autre. C'est pas une attaque et une défense milieu haut du panier. Je pense que l'identité qui a l'air de se profiler pour ces Knicks, c'est une très forte défense avant tout, et c'est là où ils vont essayer de jouer, et c'est pas autre chose. Donc c'est un peu trompeur quand on regarde la saison dans le global parce qu'ils ont beaucoup trop changé et qu'en plus la plupart, enfin ils ont 3 joueurs quand même titulaires qui n'ont pas joué. C'est énorme en fait. Eh bien, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Madiane, mais commençons. Ce podcast et ces podcasts, pourquoi votre équipe ne gagnera pas le titre, c'est avant tout la mise en avant de 3 faiblesses. Commençons par la première. Quelle est la première des faiblesses que tu souhaites mettre en avant, Madiane? La première des faiblesses, c'est ce qu'on disait en début de podcast. Moi, j'ai un sentiment très mitigé sur ces Knicks. Hein. Ils sont bien, ils sont bons, mais est-ce qu'ils sont là où on pense qu'ils sont? Et je ne pense pas ça. Et notamment, une des stats qui le montre, c'est le win differential. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait, c'est la différence entre ce que tu aurais pu espérer en termes de victoire versus ce que tu as finalement en termes de victoire. Donc actuellement, mise à jour de la nuit, je n'ai pas regardé le dernier match, étant donné qu'on est au matin pour l'enregistrement de ce podcast, mais les Knicks sont à 44 victoires, 31 défaites. Théoriquement, ils devraient en avoir 3,8 de moins, ça a été mis à jour cette nuit, 3,8 de moins, c'est-à-dire qu'ils devraient être beaucoup plus bas que ceux à quoi on s'attend, et c'est la 27e équipe la plus chanceuse à ce niveau-là. Et ça, mine de rien, c'est un indice fort, comme quoi cette équipe, ok, ça se passe bien, mais ça aurait pu être pire, et ça aurait pu être bien pire, parce qu'en fait, il suffit d'appliquer cette stat, et on se rend compte que ça aurait pu être bien plus bas que prévu. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que j'ai un peu regardé toute la saison, tous les matchs, et j'ai fait un peu la variation des matchs serrés. Ils ont une concentration de matchs qui se sont pas joués à grand chose, qui est assez énorme. Alors, il y a des facteurs qui expliquent ça. C'est notamment parce que ils sont pas mauvais dans les moments clés du match. Notamment, ils ont dans le clutch l'une des meilleures défenses. Et c'est ce qui leur a permis de sécuriser beaucoup de matchs. Mais est-ce que c'est quelque chose qui sera reproductible à long terme? C'est là où j'ai un peu plus de doutes. Il y a une espèce de particularité, c'est que quand on regarde les matchs qui se décident dans l'ultra clutch, en fait, les Knicks, de ce que j'ai eu l'impression de vivre en regardant les matchs des Knicks de loin, parfois, c'est que ils ont des matchs qu'ils entament dans le clutch ou des matchs qui vont dans le clutch. Rappelons que d'après les stats de NBA.com, le clutch, c'est 5 points de différence ou moins, 5 minutes à jouer au moins. Mais ils ont rarement des matchs qui se finissent dans le clutch, en fait. Si on regarde
par exemple, les matchs qui se jouent par moins de 3 points, ils en ont que 6 cette année. Et je crois de tête à revérifier, mais il y avait personne qui était en dessous dans cette stat-là. En fait, ils entament des matchs serrés et j'ai la sensation personnelle, très très personnelle, ça sera à vérifier avec les stats, que en fait, le clutch fait souvent la décision parce que c'est une équipe. De l'autre côté, Madiane, on peut dire qu'elle a aussi mis des cartons. Elle a aussi mis pas mal de cartons cette année. Elle en a mis elle a mis des sacrés cartons et c'est assez étonnant parce que effectivement, quand on regarde tous les matchs qui se jouent à plus ou moins de 10 points, on a l'impression c'est une équipe qui n'en a pas énormément, mais que quand on resserre un peu plus sur les 5-6 points, là on a un bon volume de match. Mais de l'autre côté, il y a une espèce de trou d'air et puis pas mal de matchs aux extrêmes qui se baladent. Et c'est ce qui est très étonnant quand on regarde le film de cette saison. Ok. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter là-dessus? Non, parce qu'on va un peu plus détailler, notamment après ce qui se passe en attaque et en défense. Eh bien, allons-y. Le clutch est donc un révélateur et cette différence entre les victoires potentielles et les victoires réelles, un autre. Allons-y, Madiane, tu as deuxième faiblesse à mettre en avant. Eh ben, c'est les numéros 1 de la ligue en attaque sur le nombre de tirs entre 0 et 4 secondes sur l'horloge. Pour évidemment une réussite en berne, une réussite à 37,8%. Mais moi, c'est quelque chose qui m'embête beaucoup dans l'attaque des Knicks, c'est que c'est une attaque héliocentrée. C'est quasiment ça en fait. Et c'est fait avec pas le personnel, enfin pas le top joueur qui pourrait te la faire porter au sommet. C'est le truc qui m'embête en fait chez Sonic, c'est que c'est bien l'attaque, l'attaque est bonne, mais quand même ils ont parfois du mal à trouver des solutions. On en parle. Moi, je regarde par exemple les stats de rythme, du coup la pace des Knicks. La pace des Knicks est la plus faible de la ligue, donc c'est-à-dire qu'ils jouent le moins de possession. Et puis je me suis dit, tiens, c'est marrant, est-ce que c'est un choix ou pas? On a des composantes de choix, évidemment, qui font que ça l'est, et il y a des caractéristiques qui font en sorte de pas être trop rapide, mais quand je vois leur façon d'agir défensivement, et on en parlera dans la séquence d'après, il y a beaucoup de choses qui me font dire que c'est aussi leur attaque qui est lente, mais pas parce qu'ils l'ont choisi, mais parce qu'ils le subissent. En défense, ils font pas ça. Ils font pas ces choix défensifs. Ils essayent de récupérer plus vite la balle, de forcer des tirs, etc. En attaque, ils sont anormalement lents, surtout pour ce qu'ils auraient pu avoir comme avantage en jouant plus rapidement. Et moi, c'est quelque chose qui me gêne pas mal avec cette attaque, et c'est parce qu'il y a des fois où oui, la solution ne se trouve pas, mais pourquoi? Parce que la solution, elle est quasiment unique dans cette attaque, surtout parce que, typiquement, il n'y a pas Randle, donc c'est un peu moins bien, parce que t'as trade RJ Barrett, mais t'as pas vraiment récupéré Anunoby, donc c'est un peu moins bien. En fait, ça ne repose que sur un homme, actuellement, cette attaque. Puis on peut citer aussi Quentin Grimes. Je sais que c'est un truc que dont les fans de Knicks se plaignent beaucoup, le fait qu'il soit plus là. Il manque d'attaque et c'est marrant. Je savais pas quand sortir cette stat, mais quand tu m'as dit que tu voulais parler un peu du clutch aussi, Madiane, je me suis dit, quand je regarde les Knicks dans les matchs serrés, j'ai quand même la grosse sensation c'est un peu Jalen Brunson et Jalen Brunson. Donc j'ai été regarder les tirs pris dans le clutch. Il y en a 193 cette année. J'ai vérifié mes additions parce que j'ai fait une erreur de fou dans l'épisode de Minnesota. Donc je revérifie mes additions. Sur les 193 pris dans le clutch par les Knicks, il y en a 74 par Brunson. Mais j'ai été affiner la stat. J'ai été regarder dans les matchs où ils sont derrière, à 2 minutes de la fin, 3 points ou moins, 17 tirs pour Jalen Brunson, 14 pour le reste de l'équipe. Et on peut aller là-dessus, Madiane, même si je sais que tu t'étais promis de pas trop parler de Jalen Brunson, c'est que il y a une dépendance offensive totale. Enfin, quand on regarde les stats en termes de charge offensive, il est avec Luka, Trey, Haliburton, il est dans cette stratosphère-là. Exactement. Il est héliocentré.
l'équipe des Knicks offensivement est héliocentre autour de Jalen Brunson, qui fait une saison extraordinaire. Ça, c'est pas pour le critiquer qu'on en parle, c'est pour dire qu'il n'y a pas d'autre choix. Il fait une saison extraordinaire, mais oui, ils sont trop tournés autour de lui et il y a vraiment pas d'autre solution. Alors, ça fonctionne effectivement dans ce cadre-là. La question, c'est, en playoff, ça va doubler dans le clutch sur Jalen Brunson, je pense. Je pense que c'est un choix que tu acceptes de prendre. Surtout si tu as un Randle version playoff qui débarque de retour de blessure, ce sera pas suffisant en fait pour être une menace, pour te forcer à reconsidérer d'autres choix. Ça risque d'être un problème. C'est vraiment trop tourné autour de lui et il prend 21 tirs par match. C'est des volumes de superstar. Est-ce qu'il est une superstar? Je pense qu'à son poste de meneur, il n'y en a pas beaucoup qui sont meilleurs que lui aujourd'hui. Ça, il faut le dire. Mais n'empêche, je suis pas sûr que c'est le même niveau qu'un Doncic, par exemple, pour citer quelqu'un d'héliocentré. Pour moi, ils sont pas dans la même ligue. C'est ça qui me fait bizarre avec une attaque trop orientée autour de Jalen Brunson. Ce qui, par rapport à Jalen Brunson, qui est, les fans des Knicks nous ont assez dit qu'on l'avait pas inclus dans le DH20 l'année dernière. Il aura un dossier très, 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 très solide cette année. La chose qui est, je pense, un peu terrifiante, c'est les Knicks sans lui dans des séquences de playoffs. Alors, quand on regarde les stats en playoffs l'année dernière, il joue énormément et la moyenne de minutes jouées est limite trompeuse parce que dans la série contre le Heat où les matchs sont serrés, il sort pratiquement pas. Donc, il y a cette espèce de double effet où tu te dis, d'un côté, il sort pas, mais de l'autre, la capacité à rester frais, match après match sur des séquences de playoffs quand tu sors pratiquement pas ou tu sors pas tout court, c'est assez compliqué. Après, par rapport aux alternatives en attaque, je te rejoins complètement, Mathiane, surtout que je trouve qu'on n'insiste pas assez sur le fait que la blessure de Julius Randle, elle est à l'épaule. C'est un mec qui joue du bully ball, il a besoin de son épaule. En fait, genre, c'est une dimension ultra importante de son jeu. S'il est pas capable de bully, tu te retrouves avec très peu de solutions offensives pour un joueur. On sait qu'il y a eu des passages en playoff un peu compliqués. Je parle de Julius Randle, bien évidemment. Non, ça va être compliqué. Et en plus, du coup, les Knicks en attaque, ils jouent comme certaines équipes sans en avoir les efficacités. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Je donne un exemple. Si on prend le plus de pull-up pris, les Knicks, c'est la troisième équipe qui prend le plus de pull-up. Autour d'eux, il y a les Mavs, les Clippers, les Suns, les Hawks, les Celtics. De la belle compagnie en attaque, on peut pas le nier. Voilà. L'efficacité de tout le monde, les Mavs au tir réel, 49.6, les Clippers 49.9, les Suns 50.2, les Hawks 50, les Boston Celtics 49.5. Eux, ils sont à 46.6. Ils sont dans cette catégorie-là de on est une équipe de cette caractéristique-là, on prend beaucoup de pull-up, mais dans l'efficacité, t'es pas au niveau des autres. T'es pas au niveau parce que tu vas dans une ligue où tu n'es pas. Et pareil, si on regarde sur le nombre de tentatives avec le joueur qui garde la balle plus de 6 secondes, typique de ces équipes qui comptent sur moins de jeu collectif et plus la star qui va te porter, ils sont effectivement en compagnie, encore une fois, Dallas, OKC, Clippers, Boston, les Bucks. Il y a un trou statistique dans l'efficacité par rapport à ces équipes-là, parce que c'est pas ta ligue, c'est trop par rapport à ce que tu sais faire. Et ça me perturbe et je pense que c'est ce qui peut causer très vite leur perte parce que ils ont pas trop de variété, ils sont trop uniques et ça peut vraiment trop leur poser de problèmes parce que si Jalen Brunson est stoppé, je vois pas ce que tu fais en attaque. Puis on peut glisser vers le point prochain, Madiane. Il y a aussi la question de la réussite de certains joueurs. On en avait parlé dans un 4/4 de Dante DiVincenzo qui fait une saison quasi anormal en termes de réussite parce que, alors on pourra sortir ses pourcentages de réussite quand il était à Golden State, mais il avait shooté genre 80 fois à 3 points dans la saison. Là, le volume est tout autre et la réussite reste folle.
c'est vrai, offensivement, ils sont aussi dépendants de la réussite de role-players qui, je pense à Miles McBride qui fait un run fou en ce moment. Ils sont vraiment dépendants de la réussite de role-players qui sont sur des standards qui peuvent paraître un peu anormaux, donc à se méfier. On a beaucoup parlé du clutch, de l'attaque, allons de l'autre côté avec la défense, et c'est ta dernière faiblesse que tu souhaites mettre en avant, Mania. Et oui, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que leurs adversaires tirent mal en fait sur les tirs ouverts. Si on exclut les tirs tout proches du cercle, parce qu'il faut ces stats du joueur ouvert ou pas, leurs adversaires ont la deuxième pire efficacité au tir pour 19,7 tentatives. Donc ça veut dire que sur les tirs ouverts que tu donnes à tes adversaires ne te punissent pas comme il faudrait. Et ça, c'est extrêmement inquiétant pour les playoffs. Et quand j'ai regardé du coup la défense, parce que du coup, j'ai pas mal regardé cette équipe des Knicks défendre. Ce qui est très intéressant en fait en défense, c'est que c'est un choix. C'est que sur notamment le pick and roll, ils vont sauter sur le porteur de balle et en fait venir le repousser au-delà de la ligne à 3 points. Ce qui se passe, c'est que ça ouvre des énormes ouvertures dans la défense parce que tu as forcément un joueur qui a abandonné son défenseur. Ils essayent beaucoup de couper la ligne de passe, mais quand la passe est trouvée, ils sont alors élites dans les rotations. Ça, ok, ils sont élites dans les rotations, mais ils sont élites dans les rotations avec un temps de retard. C'est pour ça qu'ils donnent pas beaucoup de tirs grands ouverts, mais ils donnent des tirs ouverts. C'est ça la nuance entre les deux, c'est qu'ils font les rotations comme il faut, mais que comme ils sont venus à plusieurs sur le porteur de balle, ils ont laissé une ouverture dans leur défense, ils assument que ce sera comme ça, c'est leur façon de défendre, mais du coup, les tirs sont ouverts sur beaucoup de tentatives, et je pense que ça va trop se payer cash en playoff, et les Knicks, c'est censé être une bonne défense. Ta bonne défense, elle n'est pas censée reposer sur le fait que ton adversaire manque de réussite sur des tirs ouverts. C'est un parti pris qui est beaucoup trop dangereux. Et moi, je pense qu'il y a un effet statistique et que face à de bien meilleures équipes, ils vont subir beaucoup plus de tirs à 3 points ouverts et ils vont se faire punir là-dessus. Est-ce que tu penses qu'il n'y a pas aussi un choix de laisser de la marge à des attaquants un peu plus négatifs? Je pense à leur match récent contre Orlando, où c'est un parti pris face à une équipe d'Orlando qui te sanctionne pas. On vous invite à aller écouter leur preview d'hier, présenté par Adrien et Constant, face à une équipe qui peut pas sanctionner matériellement quoi les tirs ouverts. Oui, mais en fait, c'est là où il y a un problème, c'est que moi, c'est de la théorie de saison régulière que tu m'annonces, et la théorie en playoff, c'est pas ça. La théorie en playoff, c'est que tu te feras sanctionner. Et ça, c'est ça qui me plaît pas en fait dans le parti pris défensif. C'est un parti pris défensif de saison régulière. Donc oui, tu peux le faire. Oui, ça va marcher en saison régulière parce que la qualité des effectifs en face est très hétéroclite et ce sera pas la même chose. Mais si tu as une équipe un peu meilleur en face de toi, les tirs ouverts vont rentrer. Et là, tu as un énorme problème parce que tu peux plus du coup sortir autant sur le porteur de balle. Donc, tu vas ouvrir un peu plus l'accès au cercle. Tu vas pas pouvoir faire tes drops comme tu le souhaiterais. Enfin, ça va te poser beaucoup de mini-problèmes en playoff si en fait en face ils sont meilleurs que prévu. Et ce sera le cas en playoff. Tu peux pas ignorer ce fait-là. Et moi ça me dérange pour une équipe qu'on analyse en vue des playoffs en saison régulière. Ça me va. C'est vraiment les playoffs qui me dérangent. Je serais positif. Vous verrez à la fin, qu'on en a parlé en off, on n'a pas du tout le même prono pour Knicks. Donc je vais me dévoiler un peu en étant un peu positif. Je me demande ça à quel point c'est d'abord lié à un parti pris défensif qui pourrait être ajusté en playoff, même si t'as raison sur le fait que c'est extrêmement dangereux si tu joues une équipe spoiler Boston qui est capable de sanctionner, où les 5 joueurs sont capables de sanctionner des tirs ouverts. Je donnerai 2 arguments. Je pense vraiment qu'il y a cette notion de choisir qui te bat et que laisser des tirs ouverts à des moins bons shooters, ça passe. Et deuxième chose, à quel point ils ont dû adapter leur schéma défensif et leur rotation à l'absence de certains joueurs, Mitchell Robinson, OG Anunoby, parce que le début du stretch avec OG, quand il arrive, c'est vraiment une défense
très 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 impressionnante, qui ensuite est obligée de s'adapter au fait que elle se retrouve un peu short à l'aile tout à coup. Donc à voir. Mais j'en dis trop. Mon rôle là, c'est d'écouter, et c'est d'écouter le positif. Parce que pour l'instant là, on a énoncé nos 3 faiblesses, on a été un petit peu négatif. Parle-moi du motif d'espoir d'Enix. Eh ben, le motif d'espoir d'Enix, c'est peut-être la caractéristique qui sera intéressante de coupler à d'autres choses dont on a parlé. Donc finalement, les faiblesses seront peut-être une force si ça se passe bien. C'est que premier au rebond offensif en attaque, 5e meilleur en défense pour la sécurisation du rebond défensif. C'est l'une des clés. C'est-à-dire que l'une des clés d'Enix, ça va être de pourrir les matchs, pace faible, prendre des secondes chances, en donner très peu, tirer plus que ton adversaire et du coup te retrouver devant mécaniquement par ce biais. Et je pense que c'est la version d'Enix qui pourrait poser beaucoup de problèmes en fait dans cette conférence Est. C'est une version d'Enix qui réussit à, entre guillemets, c'est grosses guillemets, pourrir les matchs, jouer sur demi-terrain, sur des séquences très arrêtées où tes difficultés en attaque te poseront moins problème. Le fait d'être très orienté sur Jalen Brunson te posera moins problème parce qu'en fait, tu t'imagineras que tu réussiras à être un peu meilleur que tes adversaires en attaque ou égal et venir aller gratter ses ballons. C'est ce que je dis, c'est une équipe qui blitz beaucoup sur le porteur de balle, qui vient essayer de te gêner. Ils ont des gardes très très réactifs justement là-dessus. On parle de Di Vincenzo qui est vraiment, je pense, clé là-dessus. Et ça, c'est quelque chose qui je pense, fera une identité d'une équipe d'Enix qui réussira. C'est venir pourrir le jeu, harceler l'adversaire, ne laisser aucun ballon facile. Et on voit Postal Star Break, ils sont 3e sur les deflections, donc sur c'est pas une interception, mais c'est quand tu vas gêner la balle parce qu'ils essayent beaucoup de couper les lignes de passe. Ils sont très chiants là-dessus et ils essayent de prévenir tous les lobes sur les pick and roll. Ils font vraiment du bon boulot là-dessus. Et en plus, il faut le dire, Hartenstein a été meilleur que prévu. Enfin, vraiment, moi j'ai beaucoup aimé son travail le long de cette saison. Il n'était pas censé débuter autant, hein, clairement, c'était pas le plan de la franchise, mais son boulot défensif, moi je me pose même des questions de All Defense Team pour lui parce que c'est vraiment très précieux ce qu'il fait. Et ils ont en fait cette espèce de caractéristique où ils seront chiants, ils ne lâcheront pas et ça pourra poser des problèmes, notamment, je pense que c'est comme ça qu'ils ont réussi à accueillir les Cavs par le passé, et c'est peut-être comme ça qu'ils réussiront à les cueillir de nouveau en les déroutant, en fait, en les déraillant, et c'est une équipe pas agréable à jouer parce qu'ils vont te forcer sur ce que tu n'aimes pas. Je rajouterais, tu l'as dit, Madiane, le fait qu'ils aient 48 minutes de qualité au poste 5 théorique, Mitchell Robinson, Isaiah Hartenstein, qu'ils aient beaucoup de joueurs, ils ont souvent cette expression aux États-Unis, jouer plus grand que sa taille. Josh Hart, c'est la matérialisation de cette expression. Il joue il a le jeu d'un ailier, voire d'un pivot, malgré le fait qu'il soit dimensionné comme un arrière, ce qui fait qu'il prend beaucoup de rebonds. C'est, une de ses caractéristiques premières, en dehors du fait qu'il joue genre 150 minutes par match actuellement. Donc, il y a vraiment cet aspect, je suis d'accord avec toi, où j'ai parlé dans ma preview des Wolves d'une équipe qui est capable de se tirer une balle dans le pied. Il y a ce truc avec les Knicks qui vont pas perdre aussi parce qu'ils ont une rotation extrêmement longue. Alors, tu me diras à la fin qu'elle est théorique, mais théoriquement, ils ont une des meilleures rotations à l'Est. Non mais, théoriquement, si tu récupères Randall et Anunoby, tu as tout le temps des minutes de qualité un peu partout. Et ça, c'est extrêmement précieux si tu veux harceler l'adversaire. Alors, le problème, c'est peut-être leur coach. Est-ce que leur coach va utiliser tout ça, toutes ces armes? Ça, c'est une autre question. Je sais pas à quel point il resserrera les rotations en playoff.
Mais oui, ils ont des minutes intéressantes partout et ils sont pas dans une si mauvaise position. Alors que je rappelle, ils ont pas trois titulaires. Enfin, trois titulaires, on se rend compte. Enfin, Robinson, il est titulaire, Randle, il est titulaire, Anunoby, il est titulaire. C'est ça qui est extrêmement étonnant et c'est aussi un motif d'espoir. Ça aurait pu être la stat positive de dire, bah, vous avez manqué trois titulaires et vous en êtes là. Il y a peut-être moyen. Moi, je suis pas sûr que ce soit si positif parce que ces mecs-là n'ont jamais joué ensemble. Et moi, ça me turlupine, et on en parlera. Mais effectivement, minutes de qualité partout, et ils ont l'effectif pour dire, tiens, lui, il est pas en forme, ben, je peux changer, je peux changer mon fusil d'épaule en plein match, et ils ont beaucoup d'adaptations jouables. Bah, la stat, Madiane, Julius Randle, OG Anunoby et Jalen Brunson, c'est 285 minutes ensemble. On rajoute Mitchell Robinson, c'est 0. Hein, le fameux 5 des Knicks qui est un peu rêvé, donc le Brunson, DiVincenzo, Anunoby, Randle, Robinson, n'a pas joué ensemble. Ce qui est une stat, j'avoue, j'ai 8 ans de playoffs de podcast dans ma tête. Le meilleur 5 d'une équipe qui a pas joué avant les playoffs de tête, c'est une combinaison que j'ai rarement entendue. Hein, ça arrive pas souvent. Parmi les joueurs que j'ai cités, il y a Mitchell Robinson et c'est ton joueur clé, justement. Madiane, il a peu joué cette saison, mais tu en fais quand même ton joueur clé. J'en fais mon joueur clé. Ça aurait pu être pareil. En fait, le problème c'est de la théorie. Ça aurait pu être Anunoby notamment, mais en fait, j'ai choisi Mitchell Robinson. Pourquoi ? Parce que c'est la théorie dont tu parlais. C'est la théorie des doubles minutes de qualité au poste de pivot. Parce que Hartenstein fait un énorme boulot. Clairement, moi, il sera précieux. Donc, ça veut dire vraiment. Là, il a joué cette saison 25 minutes par match. Tu peux avoir littéralement les deux à 24 et pourrir ton adversaire, être chiant tout le temps. Et c'est des cas différents parce que Mitchell Robinson, c'est plutôt beaucoup de sécurisation de rebond, capacité du coup à bien défendre le cercle. C'est une caractéristique très intéressante. Hartenstein, c'est jouer en drop, venir couper le pick and roll, les lignes de passe, harceler tout le monde. Et ça, en fait, les deux caractéristiques sont un peu différentes, extrêmement précieuses. Moi, je pense que si les Knicks font un bon run, ça passera par Mitchell Robinson qui va te donner les secondes chances précieuses. Mitchell Robinson qui sera utile et qui sera précieux dans cet effectif. Et du coup, ton double pivot qui fonctionne à plein régime et qui va venir embêter un paquet de monde parce qu'en fait, il n'y a pas grand monde qui a ça. Hein. Alors, dans les match-up, finalement, si ça tombe à l'est, c'est peut-être pas vu l'endroit où ils sont, c'est peut-être pas le meilleur endroit où tu pourrais l'exploiter, mais ça restera intéressant quoi qu'il aille parce que là, c'est surtout de la défense et ça va être très précieux parce que l'idée c'est quand même d'aller pourrir les tentatives adverses, d'aller être chiant et de pas laisser de seconde chance comme ils ont très bien fait sur toute la saison régulière. Et ça à mon avis ils l'auront si les deux jouent à 100%. Puis ce qui est super encourageant vis-à-vis de Mitchell Robinson, c'est que il est bien revenu et qu'il faut se rappeler que sur le début de saison, c'est un joueur qui est, allez, j'exagère un peu, mais qui est conversation dans les outsiders pour défenseur de l'année, enfin dans les premières discussions. Il faisait un super bon début de saison. Il y a cette capacité aussi peut-être qu'a part Hartenstein à défendre un peu au large, parce que au niveau des qualités athlétiques et des déplacements latéraux, il est meilleur. Il est très très agile pour un pivot. Donc je te rejoins, c'est là où, et on va glisser, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Madiane, mais on va glisser sur le plancher plafond peut-être. C'est là où je pense qu'on est en désaccord, c'est que oui, la meilleure version des Knicks est théorique, mais la version pratique actuelle qu'on voit, je trouve qu'elle est déjà très bonne. Mais défends-moi la théorie du plafond plancher des Knicks, Madiane. Alors, la théorie du plafond plancher des Knicks, pour moi, est très difficile. Je pense qu'ils éviteront la casse play-in, même si ça se négociera encore, mais là, il reste trop peu de matchs pour qu'ils se fassent rattraper. Ma théorie, c'est que le plancher des Knicks, ça peut être une sortie au premier tour sur une série serrée face aux Cavs. Pour moi, ils peuvent sortir au premier tour et ils peuvent
Je pense que face aux Cavs, dont je vous parlerai dans un futur épisode, c'est peut-être un 60-40. Aussi étonnant que ça puisse paraître d'avoir ce parti pris, je pense que ces Knicks-là sont trop dans le doute pour réussir à appliquer le game plan parfait pour réussir à passer ce type d'obstacle. Je pense par contre que face au Magic, notamment parce que leurs choix défensifs paieront un peu plus face à ce genre d'équipe, ça passera. Mais je les vois pas favoris face aux Cavs. Donc ça va pas mal dépendre de où est-ce qu'ils se trouvent en fin de saison. Il faut qu'ils fassent la bascule et il faut peut-être éviter de rester entre 5 et 6. Là, ils sont sur une série de défaites. Ça va quand même pas mal dépendre du seeding. Et le plafond, moi, je vois pas plus loin qu'en fait une demi de conf parce que les joueurs sont trop blessés. C'est déjà bien comme ça, mais ce sera pas suffisant pour aller au-delà. Et j'ai vraiment du mal à imaginer que tout se mette en musique à temps. Si on me disait que cette équipe était parfaitement en santé, aborder les playoffs avec tout le monde dispo, etc., j'aurais pu penser que ça aurait été plus, mais je pense pas que ce sera le cas. Et le dernier point qui me fait penser à ça, c'est que moi j'ai une confiance moyenne en Thibodeau pour exploiter la richesse. Alors il les rend très bons, hein. Enfin, son boulot à New York, il a rendu les Knicks respectables. C'est passé par lui cette affaire, clairement. Par contre, c'est pas en playoff où je vais attendre de lui d'utiliser toute la finesse de l'effectif d'Enix et toutes les bonnes adaptations qu'il pourrait avoir avec la richesse et la diversité des profils qu'il a. Moi, j'ai peur qu'il nous fasse un Jalen Brunson Ball 48 minutes et qui s'entête là-dedans en n'exploitant pas toute la finesse défensive et tous les petits micro-ajustements qu'il pourrait utiliser avec toute la profondeur. Et en fait, la richesse d'Enix, c'est la profondeur avec Tom Thibodeau au coaching. Et ça me gêne aussi beaucoup à l'abord des playoffs. Alors, je suis d'accord sur le plancher. De toute façon, je le répète à chaque épisode, pour moi, le plancher, c'est là où tu arrives en playoff, tu sors. Je pense que il y a peut-être une ou deux équipes, non, peut-être 3 ou 4 pour qui je mettrais pas un plancher au premier tour, mais c'est vraiment... genre, c'est Boston. Oui, Boston, leur plancher, c'est pas premier tour, je pense. Par contre, moi, ça dépend si tu tombes sur le hit. Ah, merci de m'ouvrir cette porte, Marianne. Pour moi, le troisième danger à l'Est, après les Celtics et les Bucks, ce sont les Knicks. Alors, oui, c'est ta théorie land. Je sais, Marianne, je sais que c'est avec tout le monde en bonne santé, ce qui paraît, moi, c'est plus Julius Randle qui commence vraiment à m'inquiéter parce qu'on a peu de news et les playoffs, c'est quand même, au moment où on enregistre, c'est dans une grosse quinzaine de jours. Et ouais, match. Pas avoir commencé l'entraînement collectif, pas de contact, c'est un peu terrifiant, je l'avoue. Surtout que parfois les Knicks, ça fait partie de ces équipes au niveau de la communication sur les blessures, ils sont un petit peu nébuleux, tu sais pas trop ce qui se passe. Justement, Vosges a communiqué sur Anunoby. On sait que lui, ce sera bon, qu'ils prendront leur temps, mais qu'a priori, ce sera bon. Mais Randle, zéro. Ouais, zéro communication, c'est inquiétant. Et je maintiens que pour moi, ils ont certains des ingrédients pour faire mal à des équipes. Je pense à Milwaukee, et pourtant que je suis, je pense, la dernière personne au monde qui croit encore en Milwaukee, parce que on n'en a pas parlé, mais avec Jalen Brunson, tu ne peux pas jouer de drop. C'est impossible. Il tord tous les drops cette année. Et regardez la défense de Milwaukee, c'est un petit peu leur marque de fabrique. Il y a beaucoup de défenses qui risque d'avoir beaucoup de mal face à Jalen Brunson. Je sais que c'est lui en demander beaucoup, mais pour moi, c'est un peu le ticket de validation dans un haut placement dans le DH20, c'est cette capacité à avoir un match-up favorable et pouvoir en disposer. Je les mettrai objectivement, puisque tout le monde ne sera pas en bonne santé en arrivant au playoff. Je dirais que c'est une équipe qui peut aller jusqu'à une demi-finale de conf. Mais j'aurai un énorme sentiment d'inachevé parce que pour moi, c'est la troisième meilleure équipe à l'Est. Arrêtez de me parler de Miami, ce sont les Knicks. Voilà. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Mais alors,
pour moi, je pourrais te rejoindre, mais c'est les Knicks de la théorie. C'est pas les Knicks qui risquent de se présenter. C'est ça qui est dommage sur cette équipe. On a qu'une théorie d'une équipe encore plus chiante défensivement, avec un peu plus de variété offensive possible, parce que tu récupères de bons joueurs, mais ça reste de la théorie et c'est trop difficile à analyser, et que comme ok, Robinson et Anunoby vont jouer des matchs avant les playoffs, et du coup pour moi ça me va, mais quand même théoriquement Randle c'était censé être ton deuxième meilleur joueur, enfin c'est quand même difficile d'aller m'expliquer que ton deuxième meilleur joueur il vient seulement de revenir et que il va jouer blessé. Et les blessures à l'épaule, on a eu des expériences par le passé. Les joueurs reviennent très mal quand ils reviennent en playoff. Et Randle, en plus, est accoutumé du fait d'arriver en playoff et d'avoir du mal à s'exprimer au vu de son jeu. Et ça, je pense que ce sera rédhibitoire, parce que ça va trop manquer de variété offensive. Et que oui, défensivement, ils vont réussir les partis pris qu'ils prennent, et le fait d'aller pourrir à peu près toutes les équipes qu'ils vont rencontrer et les faire dérailler. Mais offensivement, je pense pas qu'ils seront bien meilleurs sans que les équipes en face aient grand chose à faire. D'arriver blessé aussi, c'est un coutumier du fait. Julius Randle, qui arrive souvent blessé en playoff. Eh bien, n'hésitez pas, chers fans des Knicks, à nous dire ce que vous en avez pensé. Je sais qu'on a la réputation de pas aimer les Knicks. C'est pas du tout le cas. C'est juste qu'en fait, vous avez pas été très bon pendant longtemps. Donc voilà. Mais c'était très fun. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je dois avouer que moi, j'ai une petite frustration vis-à-vis de cette équipe, parce que je pense que la version qu'on avait entreaperçue après le trade d'Oji, qui était ultra dominante, on la verra peut-être pas, ou difficilement, et c'est vrai que c'est frustrant. Et tu l'as dit, en ouverture, je l'ai pas noté parce que pour moi, c'est une stat parfaite pour finir. C'est une équipe sur post-All-Star Break, sur les dernières semaines, qui bataille avec les 50%. Et c'est pas un bon stretch pour entamer les playoffs. Pas du tout un bon signe. Par contre, les Knicks de janvier, faut pas les prendre. Hein. Exactement. Mais les Knicks de janvier, ils existent plus. C'est ça qui est étonnant. C'est ça qui est un peu frustrant. Eh bien, Madiane, je remarque que là où Adrien réussit à faire un meilleur taf, moi, c'est 40 minutes, c'est le tarif en ce moment. Bref, le mec qui avait justement insisté pour que les previews soient plus raccourcis, mais vous êtes plusieurs à nous avoir dit que vous aimiez beaucoup ce format, donc on vous en remercie. Si vous l'aimez, ce format, n'hésitez pas à nous noter sur votre plateforme de podcast préférée, à nous suivre sur YouTube, à nous suivre sur Twitter, à nous suivre partout, tout simplement. On arrive bientôt sur la fin. Il reste du gros morceau. Là, vous pouvez remarquer, je l'ai dit en introduction, mais on n'a toujours pas parlé de Boston, de Denver, de Milwaukee, d'OKC. Voilà, c'est des équipes qu'on va retrouver vers la fin, et où là, les 3 points négatifs pour certaines vont être assez compliqués à trouver. Pour certaines, il va falloir vraiment creuser. En tout cas, on vous remercie de nous avoir écoutés. Merci Madiane. On se retrouve très vite pour quitter d'un côté. Tu nous avais fait Long Beach, c'est bien Los Angeles. Oui, tu nous avais fait Long Beach, du coup, Los Angeles, tu nous avais fait Manhattan. Bon, on va aller dans The Land la prochaine fois qu'on se verra. C'est un peu moins classe. Et puis, on se retrouve dès demain pour un nouvel épisode. Salut! Tchuss!